voyez? Est-ce que c'est clair pour tous? Sauf que cet apprentissage, là, vous avez vu la slide d'après, donc là, il y aura peut-être des réponses un peu plus rapides. Cet apprentissage a 2 défauts. Qui peut me donner les défauts de cet apprentissage? Donc, ah oui, juste un truc, ça s'appelle least square. Least square. Peut-être que vous avez entendu parler de cette méthode. Quand on fait des études de maths, vraiment pure maths, cette équation-là, on la mange dans tous les sens. Elle est hyper connue en statistique. Voilà. Qui peut me dire maintenant les défauts de cette technique? Donc là, je viens de dire, si j'applique ça, je mets mon X, je mets mon T dedans, je plug toutes les valeurs qu'il faut, donc tout est connu, hein, je fais transposer de ma matrice X, mais tout marche. Hein. Et à la fin, j'obtiens un W chapeau qui est par définition, parce que c'est celui qui me minimise mon gradient, et je sais, ça je ne vous ai pas encore montré, je crois que c'est dans celle d'après, que la dérivée seconde est aussi toujours positive. Mais donc ça, je vous le dis, d'accord? Et donc je sais que ceci est le minimum de ma fonction, mais il y a quand même 2 défauts. Je crois que le premier, déjà, il se base sur des données qui, en fait, se passent sur le moment où on récupère ces données, mais rien ne dit que les résultats pourraient changer par la suite. Oui, on va supposer que les données sont stationnaires. Ça veut dire que la distribution de probabilité des données, des variables aléatoires qui ont généré nos données, ne change pas au cours du temps. Ça peut être un minimum local? Non. Non, il y a le minimum local est égal au minimum global, parce qu'il n'y a qu'un minimum. Il y a qu'un minimum, ce n'est pas une question de minimum. Cette fonction me trouve... En fait, le premier des problèmes, elles ne sont pas évidentes, hein, donc si vous ne les trouvez pas, il faudra que ça ait été utilisé pendant très très longtemps, cette équation. Maintenant, en pratique, quand vous demandez à des packages de faire une fonction linéaire, c'est plus très souvent utilisé, pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que vous avez besoin de l'entièreté de votre jeu de données pour faire cette équation. Donc, imaginez que vous avez 1 million de clients, et que pour chaque client, vous avez 100 000 variables. D'accord? Il faudra faire tenir sans mémoire. Juste pour des questions de faire tenir les choses en mémoire et des questions de performance, donc, c'est difficile. Autre problème, c'est qu'il y a un problème d'inversion de matrice. Vous voyez qu'on inverse la matrice ici. D'accord? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, je ne me souviens plus exactement de la formule, hein, mais à un moment, on a la partie à gauche et on divise par le déterminant du machin qu'on est en train de faire. On divise par le déterminant. Et souvent, le déterminant, et si le déterminant est proche de 0 ou même 0, mais même proche de 0, l'inverse de matrice devient très instable. D'accord? Et pour ces 2 raisons, donc première raison, c'est le fait qu'on a besoin de mettre toutes les données en mémoire. Et deuxième raison, le fait qu'on a besoin que si on a le problème de déterminant proche de 0, à ce moment-là, la méthode ne marche pas bien. D'accord? Ce sont les 2 principales raisons pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus en pratique cette technique. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous l'avez nommé W chapeau à la fin des... Bon, W chapeau, c'est une manière en statistique pour dire que c'est un estimateur. C'est pour dire que c'est mon maximum. C'est que je pourrais mettre star. Vous vous souvenez que tantôt j'ai mis un star. C'est pour dire que celui-ci, c'est en fait vrai que c'est égal, mais en même temps, je peux le renommer pour dire c'est celui-là qui minimise mon erreur de généralisation. Voilà. Ok, pseudo-inverse requiert, donc il requiert donc cette méthode s'appelle la méthode pseudo-inverse. D'accord? Souvenez-vous de ce nom, un conseil, pseudo-inverse méthode. Donc la méthode pseudo-inverse, elle a besoin de l'entièreté, c'est ce O qui est important, d'accord? Qui peut être très très grand. Et deuxième question, on peut avoir des problèmes d'inversion de matrice. Et le why, ben, je vous ai donné la réponse. Hein. Qui peut me dire pourquoi? Je vous ai donné la réponse. Voir si vous écoutez. Parce que quand c'est proche de 0, et ben, quand on fait 1 sur 0, c'est très difficile à calculer. Et quand c'est proche de 0, en fait, c'est quand on peut montrer, je vais juste vous dire quand, et c'est très fréquemment proche de 0.
Si vous avez un jeu de données, donc ça c'est mon x, d'accord? X. Et imaginez que vous avez des centaines de variables. Donc ici, je mets chacune des variables, d'accord? Ça c'est la variable 1, 2, 3, ok? Et imaginez que cette variable-là est corrélée. Donc il y a une corrélation entre deux variables d'entrée. Donc en gros, il y a un lien linéaire entre les deux variables. Par exemple, imaginons que cette variable-ci, c'est la taille de la personne, taille, ok? Et donc, Et la c'est variable quoi? ici, c'est son âge. D'accord? Là, je prends peut-être un exemple un peu trop évident. Et que la base de données contient des enfants. D'accord? Vous êtes d'accord qu'en moyenne, il y a une corrélation forte entre l'âge de l'enfant et sa taille. D'accord? Plus que l'enfant serait âgé, plus que la taille serait grande. Eh bien, ce genre de phénomène de lien entre les variables en entrée a tendance, quand on prend la dérivée de la matrice, quand on multiplie elle-même et quand on prend donc, quand on fait ça, quoi. Quand on multiplie la matrice par sa transposée et qu'on prend l'inverse et qu'on cherche le déterminant de ceci, voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, le déterminant de ceci a tendance à produire des déterminants proches de zéro. Donc c'est un problème qui arrive assez souvent en fait. D'accord? C'est quand deux matrices, deux variables sont corrélées entre elles. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de résoudre le premier problème d'abord. D'accord? C'est ce problème-ci. D'accord? Matrix inversion. Donc, on va faire la descente de gradient. La descente de gradient, c'est plus ou moins ceci. D'accord? Ici, on a la fonction coût. On suppose donc, ces θ ici, c'était les W d'avant. D'accord? Donc, mon modèle dépend de W0 et W1. D'accord? Ils sont notés ici θ1, θ2. D'accord? Ok. Et donc, on voit que J, si je fais la fonction J dans l'espace des paramètres, c'est rien d'autre qu'une, comment on appelle ça en fait? Qu'une shape, une forme, dans l'espace 3D. D'accord? Ici, c'est encore facile à décider. Question pour vous, qu'est-ce qui se passe si je change mon training set qui est ici? Parce que vous êtes d'accord en fait que ça dépend aussi de mon DN. Hein. Ok? Qu'est-ce qui se passe quand je change mon DN ici? C'est-à-dire, par exemple, quand on rajoute un type de variable d'entrée supplémentaire, par exemple? Donc, imagine, oui, je vais peut-être reformuler parce que c'est vrai que ma question est un peu brusque. Euh, donc, cette fonction-ci, c'est ma fonction coût qui dépend de mes paramètres θ1 et θ2. 0, d'accord? Ok? Cette fonction coût, c'est J. On avait vu que cette fonction coût, c'est rien d'autre que, si je la renote, hein, c'était par exemple, en cas de régression, c'est la somme au carré de mes h, x, i, moins ti. D'accord? Moins ti. Au carré. D'accord? OK? Donc ça, c'est ma fonction, d'accord? OK? Qui est comme ça. On sait que mon W, il dépend de paramètres. D'accord? Ici, je fais une hypothèse que, ici, en fait, il me manque. Ici, je devrais aussi mettre ici dedans, je devrais mettre virgule W. D'accord? Parce que ça dépend aussi de mon W. D'accord? Ici. OK? Et donc cette fonction-ci, à la base, ça que j'avais dit, elle dépend en fait de deux choses. Donc, hein. Cette fonction-ci dépend de mes x et de mes t, qui sont englobés dans mon dn. OK? Je passe un peu de temps parce que je sais que chaque année, les étudiants, ils ont du mal avec ça. Et il dépend aussi de mon w. Vous êtes d'accord? Je n'ai rien fait que d'autre mettre qu'il dépend de ça. OK? Dans la fonction ici, il montre juste W. Donc ça, c'est les W. Ça c'est W. Hein. Et donc, θ0, c'est dn. Donc, non. Donc, θ1, θ2, θ0, θ1, c'est W0, W1. D'accord? Donc ici, on ne voit que les W. Ils n'ont pas mis des N dans cette figure. Ils n'ont pas mis. Parce que, voilà, parce que la fonction ici,
on veut juste faire dépendre cette shape, cette courbe, on veut la faire dépendre que de mes paramètres, parce que c'est ça qu'on veut minimiser à chaque fois. Ma question que je vous pose, donc vous ayez bien conscience d'abord que cette courbe que vous voyez ici dépend entièrement de dn. D'accord? Donc, j'ai reçu, à un moment ou à un autre, un training dataset de quelqu'un. Donc, ça, c'est mon XT, d'accord? Ça, c'est mon XT, ok? J'ai reçu à un moment, ça, c'est mon DM. J'ai reçu à un moment quelqu'un qui m'a dit, voilà un dataset avec des clients et combien il nous rapporte, ok? J'ai reçu ça. J'ai intégré ça dans ma fonction, dedans, j'ai intégré ça, et j'ai obtenu cette courbe, d'accord? Encore une fois, pour être bien clair, ceci, c'est exactement égal à θ 0, θ 1. C'est juste que la notation a changé, d'accord? Qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. Donc, voilà. D'abord, est-ce que c'est bien clair pour vous que cette courbe qui est là dépend de mon dataset, de mon training set? Si, et donc ma question est un peu, si vous trouvez que ça, un peu ma question, si c'est normal, qu'est-ce qui se passe si je change mon training set? Le training set ne fait pas partie du dataset. Si, c'est le training set, dataset, c'est mon dataset, mon training set. Ah, okay. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est mon DN, quoi. Qu'est-ce qui se passe si je modifie, si je donne, donc voilà, j'ai eu ici 1000 clients et j'ai son nombre de fois qu'ils remboursent. Et une autre collègue à moi, elle vient, tac, 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 salut, oui, ok, ben, viens voir, Olivier, j'ai exactement aussi un dataset de 1000 clients, machin chouette, mais voilà les autres valeurs. Mais voilà, donc c'est quelqu'un me redonne un autre dataset du même nombre d'observations, d'accord, mais ça devient un DN prime, d'accord. Mais on essaie toujours de prédire la même chose et tout, mais c'est un autre dataset, ok. Qu'est-ce qui se passe sur ma fonction ici? Et la courbe va changer, donc le gradient aussi. C'est exactement ça. Je veux juste dire, c'est une question bête, hein, donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas avoir peur de répondre parce que la question était, si ça vous semble évident, c'est normal. Si mon DN ici se modifie, ayez bien en compte que cette courbe va se changer. Cette courbe est fonction de mon training dataset, d'accord? Mais ce qu'on minimise, c'est mes paramètres du modèle, d'accord? Et on cherche quoi? On cherche les paramètres du modèle qui minimisent cette fonction J. Donc, si ça, c'est mes paramètres θ0, θ1, d'accord? On va chercher, on voit bien que ici, au point ici, c'est un point qui minimise mon erreur J. D'accord? C'est rien d'autre qu'un problème d'optimisation. J'ai une fonction J qui dépend de deux paramètres, θ1, θ0, et je cherche le θ1, θ0 qui minimise cette fonction J. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que cette fonction J dépend de mon training dataset. D'accord? Okay. Et donc, si je vais le changer, ma courbe va changer. Voilà? Oui, Vous avez compris là? Ok. C'était pas le but de cette slide, mais j'ai passé un peu de temps parce que je sais que chaque année, il y a des problèmes avec ça. Et là, c'est la première année que j'ai passé un peu de temps dessus. Donc, maintenant, je vais vous proposer une autre méthode. Donc, ici, ce qu'on a vu avant, c'est une méthode qui est la pseudo-inverse, la méthode pseudo-inverse, la méthode du z-square. D'accord? Ok? C'est cette équation-là. D'accord? Maintenant, on va voir une autre technique qui est le batch gradient descent. D'accord? Et pourquoi? Ah oui, c'est pourquoi je vous propose une autre technique, parce qu'on avait deux problèmes. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre ces problèmes. C'est pour ça que je vous propose d'autres techniques. D'accord? Batch gradient descent, qu'est-ce qu'elle va faire? On va utiliser en fait cette technique, cette équation-ci. D'accord? On va la décomposer étape par étape. Ce qu'on va faire, c'est d'abord une étape itérative. D'accord? C'est une méthode itérative. D'accord? Ici, c'était en un coup. Ici, j'injecte les valeurs, pouf, et j'ai la bonne valeur. OK? J'ai en un coup les bonnes valeurs. OK? Ici, par contre, ça va être un truc itératif. Qu'est-ce qu'on va faire?
je vais d'abord la donner de façon intuitive. On va partir d'un point random dans l'espace. C'est par exemple, je vais prendre un autre exemple ici. Je pars au point qui est ici, ok? Et ensuite, je vais chercher localement quelle est la direction locale qui me fait diminuer le plus. Peut-être que localement, le moins, c'est par là. Eh bien, je vais bouger un petit peu par là pour m'arrêter ici. D'accord? Ensuite, quand je suis ici, je vais regarder quelle est localement la pente qui me fait aller le plus. Peut-être que c'est par là. Tac. OK? Je bouge. OK? Puis ensuite, ici, je vais aller par là. Pouf, je bouge. Et puis, je sens que ça me pousse par là. Je bouge. Et pouf, ça me pousse par là. Ça me bouge. OK? Donc, ça va faire un truc de petits pas. Et à chaque fois que je faisais un pouf, ça bouge, c'est qu'on fait incrémenter de t par 1. D'accord? Pouf, ça bouge, t plus 1. C'est pas très compliqué pour l'instant. D'accord? Et à chaque fois, comment je fais ce déplacement? OK? C'est via cette équation. D'accord? WT, OK? Je rappelle juste, c'est la position à l'instant T. D'accord? À l'instant T, je suis ici. D'accord? Et ça va m'expliquer comment me déplacer. D'accord? Ça, c'est mon vecteur qui va me faire bouger. D'accord? Il y a deux parties. Il y a où est-ce que je suis et comment je bouge. Et après de comment je bouge, j'ai la position où je suis après. D'accord? Où je suis plus comment je bouge égale la position d'après. Et on itère. D'accord? Ok, ça c'était la manière intuitive. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'analyse, mais il y a une propriété, c'est que le gradient, cette équation-ci, à une position donnée, donne la direction locale de la plus grande pente qui va augmenter, qui va nous faire monter. D'accord? Donc, si je regarde le gradient qui est ici, d'accord? Le gradient, je vous rappelle, on l'avait, hein, il est ici, d'accord? Il est ici le gradient. Qui peut me rappeler sa dimension, le gradient? C'est écrit au-dessus, c'est R de n plus 1. Exact, merci. C'est écrit ici, d'accord? C'est R de n plus 1. Donc, ça veut dire que le gradient est un vecteur. Est un vecteur de la même dimension qui est ici. D'accord? OK? OK? C'est un vecteur dans lequel je peux injecter, donc vous êtes d'accord que ce vecteur-ci, que je peux y injecter le W0 où je me trouve pour l'instant. C'est pour ça qu'on dit le gradient at WT, pardon, à W. Donc je prends cette quantité-là et je remplace le W par WT. D'accord? Parce que ça, c'est une valeur connue. C'est ma position où je suis pour l'instant. Ici, je suis par exemple si je regarde, je suis à peu près ici. Donc, je suis à peu près je suis à peu près en 0,3. Ici, je suis à peu près en 0,3. C'est un 3, ça, pardon. C'est un 3. 0,3, virgule et 0,2. D'accord? OK? Ça, c'est ma position de WT. OK? Ça c'est ma WT. Je peux même dire que c'est W0, car c'est ici que je démarre. D'accord? OK? Donc, je prends mon équation de gradient, OK, que je connais, qui est ici. Encore une fois, question pour vous. Pouvez-vous me dire si, au moment que je calcule cette courbe, au moment que je suis en train de faire ce calcul, est-ce que je connais la valeur de ceci? Est-ce que je connais la valeur de ceci? Et est-ce que je connais la valeur de ceci? Oui ou non? C'est bien, vous avez une chance sur deux de répondre. Vu que vous partez du principe qu'on ne connaît que W, on ne connaît pas encore les autres. Cette courbe dépend... Oh, pas de ce sens. Ah oui, mais W est calculé en fonction de... Ah mais non, c'est la méthode que vous aviez dit au slide, c'était pas... Ok. Donc j'ai ma courbe, donc ça veut dire que j'ai mon D, DL, je l'ai, d'accord? Je connais de ceci, d'accord? Donc vous êtes d'accord que tout ceci, comme je connais DL, ok? Je connais ceci, je connais ceci, je connais ceci, ok? Mais le seul truc que je ne connais pas, c'est W. C'est W. Et là, je vais aller plugger WT dedans, d'accord? Ok? WT. Et c'est ça que veut dire cette phrase. Là, je précise aussi parce que je sais que des étudiants avaient du mal. Quand je dis ceci, et que j'efface tous mes trucs, quand je dis WT
le gradient de J at WT, quand je dis ça, ça veut dire que je viens plugger la valeur WT dans la valeur de mon gradient parce que c'est ma seule valeur que je connais pas. D'accord? Et c'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Donc, lorsque j'aurai plugué, ceci va donc me donner un vecteur de dimension n+1. Exactement la même dimension qu'on est ici, d'accord? Donc, imaginons que moi je suis, je vais peut-être pas prendre du rouge parce que ça ne se voit pas. Donc, imaginons que moi je suis, voilà, on va prendre ça. Imaginons que moi je suis ici, d'accord? Ok? Ça va être un vecteur, et ce vecteur a la propriété qui va pointer vers la position où localement, parce qu'on parle de dérivée, hein, donc c'est vraiment localement, ça monte plus. Ok? Donc évidemment, si on veut descendre le plus vite possible, il faut aller dans l'autre sens. C'est ça. Donc, à chaque étape, on va dans la direction opposée, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez ceci, d'accord? Donc là, vous avez juste le bon sens de ce que je viens de vous expliquer. Je suis à la position T, je suis en WT au moment T. Cette équation-ci me donne la direction où ça monte plus. Et c'est pour ça que vous avez un petit moins qui est ici. OK? Et donc, c'est juste que je vais descendre. D'accord? OK? C'est un peu plus compliqué que ça. Sauf que maintenant, est-ce que moi, je dois descendre quand je suis ici, est-ce que je fais un grand pas ou je fais un petit pas? Je ne sais pas. Et peut-être qu'il vaudrait mieux que je fasse un grand. Vous êtes bien conscient qu'ici, on est sur un plateau, c'est assez plat ici. Hein. Donc ici, il vaut mieux faire un grand pas, alors que ici, vous voyez bien que ici, par exemple, c'est moins un plateau. Ici, c'est plus courbe. Ici, par exemple, dans la zone ici, il vaut mieux ne pas faire un grand pas. Donc, il y a la notion de combien je marche, de combien je marche, d'accord? Et ça, c'est mon alpha, ok? Ça s'appelait dans la littérature scientifique le learning rate, d'accord? Et là, vous devrez comprendre intégralement cette équation, d'accord? Mais d'un autre côté, plus on fait un pas grand, moins on est précis, hein, en fait. C'est ça. Donc, c'est un trade-off à trouver. C'est un trade-off. Grand, c'est pas bien. Trop petit, c'est pas bien. Parce que ça prendra trop de temps. Ça, c'est tout un. On y reviendra beaucoup sur alpha. Et donc, ça, c'est donc la méthode de batch gradient descent est écrite ici. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'appliquer spécifiquement pour ce qu'on vient de faire. D'accord? Dans le cas de la régression, OK, eh bien, tout ce que j'ai fait, j'ai été plugué. Donc, c'est pour ça que je vous avais demandé de vous souvenir de l'équation qui est ici. OK? Donc, mon gradient, c'est ceci, xw moins t. Vous voyez? OK? C'est, vous voyez, ça même équation, OK, de t moins x. Et vous voyez que j'étais plugué la valeur wt. J'étais à pluguer dedans. J'étais mis dedans. Maintenant, comme je connais, donc je vous rappelle, ceci est connu car mon training set est supposé connu. Ceci est connu parce que mon training set est supposé connu. Ceci est connu toujours parce que mon training set est connu. Le W, il n'était pas connu, mais je viens de pluguer la valeur de où est-ce que je suis maintenant. OK? Et donc, je me retrouve avec tout connu. Ceci, c'est ma position où je suis maintenant, donc c'est connu. Donc, le alpha, bah, c'est moi qui le fixe, donc c'est connu. Donc, maintenant, tout est connu là-dedans. OK? Et je n'ai plus qu'à prendre ma calculatrice et savoir où est-ce que je vais aller après. D'accord? OK. Petite question. Petite question pas très compliquée. Hein. Est-ce que vous avez vu pourquoi il y a un plus ici? Je n'aurais pas dû le faire. Honnêtement, c'est compliqué pour rien. Parce D'un qu'ici, il y a autre un côté, moins. en Ici, fait, je crois que c'est parce que dans le slide précédent, en effet, on a la différence, on avait mis d'abord XW, puis ensuite on a fait moins T, mais comme on a mis un moins, vous avez inversé la différence dans la parenthèse. d'accord? Donc, donc, vous voyez que ici c'est c'est XW moins T, et là, c'est T moins W. J'ai complexifié pour rien. J'aurais pas dû le faire. Donc, gros avantage, si vous voyez bien ici, c'est qu'à aucun moment, j'ai besoin de faire une inversion de matrice. Ça veut dire je n'ai pas besoin, à un moment, de faire ceci. Je n'ai pas besoin de faire ceci. OK? En effet, c'est un problème réglé sur les deux. Et encore l'autre à régler.
Question pour vous. Donc, l'avantage, je viens de la donner. Mais qui peut me dire les défauts de cette méthode? Bah déjà, il faut encore une fois avoir toutes les données. Il faut déjà traiter toutes les données pour avoir un aperçu du Et c'est graphe. ça. Donc il ne nécessite pas de faire une inversion de matrice, mais on a toujours besoin de densité RT du jeu donné. D'accord? Donc, on a résolu l'un des deux problèmes, c'est batch gradient descent. Donc, cette méthode fonctionne, mais si votre jeu donné n'est pas trop grand. D'accord? Autre technique, alors, c'est, on va maintenant faire un peu une méthode un peu simple. C'est, vous vous souvenez que l'erreur, donc ici j'ai mis que ça dépend de dn, ok? C'est donc mon erreur de mes paramètres et mon dn, c'est égal à ceci, d'accord? Il n'y a rien de nouveau ici, d'accord? Mais ceci, je peux très bien appeler ceci, je peux très bien, rien ne m'empêche, appeler ceci j de i. Et si j'interprète, c'est quoi j de i? C'est l'erreur de prédiction de mon modèle au carré pour une observation. L'observation numéro i, d'accord? Donc, c'est l'erreur au carré de l'observation numéro i. Ok? Je peux le faire. Donc, je me retrouve à, si je fais ça, je me retrouve à définir maintenant mon truc ici comme étant la moyenne de mes erreurs de chacun de mes modèles. D'accord? J'ai fait un truc assez simple, j'ai rien fait de méchant, j'ai juste défini ceci. D'accord? Et en fait, quelle est maintenant l'intuition derrière la one sample stochastique? On y reviendra après. Et one sample, vous avez déjà compris pourquoi, je suppose. Gradient descent. C'est que là, ce qu'on va faire, on va faire la descente de gradient pour une observation à la fois. Une observation à la fois. Une. Donc, vraiment une. Hein. Et d'où vient cette intuition? Et donc, avant de vous expliquer ce schéma, je vais peut-être vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, en tout cas. Donc, comment ça fonctionne? On va prendre la même équation que vous aviez tantôt. Ici, c'est toujours la même équation, mais je suis dans le cas d'une droite. Donc, c'est le cas de cette équation-ci. OK? Mais ici, c'est pour l'entièreté du jeu de données. Ici, c'est pour l'observation K uniquement. D'accord? Vous voyez bien que c'est la différence voilà, de l'erreur. OK? Donc, c'est cette observation. Donc, voilà. Mais ce qui est important, c'est que je ne fais ce gradient que pour une seule observation. D'accord? Donc, comment ça fonctionne? Je vais choisir aléatoirement une observation et je vais faire la descente de gradient. Mais, d'accord? Mais c'est pas comme ça. Donc, maintenant, je vais faire ça en détail ici. Je vais initialiser mon point de départ. Je vais répéter un grand nombre de fois quoi? Je vais d'abord sélectionner randomly. Et randomly, c'est le mot pour dire stochastique, d'accord? C'est de là que vient le mot stochastique. Ça vient de on choisit aléatoirement une observation xk/tk de mon ensemble dn, d'accord? Je vais faire la forward pass, donc en gros, je vais calculer ceci. Je vais calculer ceci, hein. Vous voyez que ça, c'est ma forward pass, hein. WTX machin, elle est là, ok? Ensuite, attendez, ça devient un peu brouillon. J'efface donc. Vous voyez bien que ce terme-ci, ici, c'est le terme qui est ici. C'est le même, hein? OK? Oui, Donc ensuite, maintenant, je vais calculer mon gradient. Donc en gros, ce que je calcule, c'est ce terme-ci. Hop, c'est ce terme-ci. Vous voyez bien ce que je fais. Hein. Je n'ai rien fait que remplacer. Ouais, c'est un problème de signe, encore une fois. C'est parce qu'ici, un moins et ici, un plus. Mais ça a une raison que c'est inversé. Donc ici, vous avez la sortie de mon modèle. OK? Donc ici, je calcule l'erreur. Et ensuite, je fais ma descente de pas. Ce qui est important, c'est qu'ici, je fais une observation à la fois. Mais ensuite, quand j'ai bougé, donc que j'étais à la position T à l'instant T plus 1, donc j'ai fait mon petit hop. Mais ce petit hop, encore une fois, n'a dépendu que d'un seul cas. OK? Eh bien, je vais resélectionner aléatoirement une autre observation dans mon training set. Et ça, je vais le répéter si j'ai des millions d'observations, je vais les répéter des dizaines de millions de fois. D'accord? Quelle est l'intuition derrière cette approche? C'est que l'intuition, c'est que si ça, c'est l'erreur de mon modèle sur l'observation numéro I,
Si ça, c'est l'erreur de modèle sur les observations 2, les observations 3, etc., eh bien, l'idée, c'est qu'en moyenne, et je pense que c'est prouvé formellement quand ça tend vers l'infini, en moyenne, quand on fait des optimisations sur différentes observations, eh bien, ça revient au même que si on devait faire le tout en un coup. D'accord? Donc, faire par petits paquets de 1, OK? En moyenne, si vous le faisiez une infinité de fois, ça reviendrait au même que le faire sur le WJ. D'accord? C'est un peu l'idée. Donc oui, c'est un peu plus long, mais on n'est pas forcément obligé d'utiliser toutes les données non plus. Ok, ben c'est exactement ça. Quel est le désavantage ici? C'est qu'on n'a plus ce problème-là. D'accord? Donc maintenant, on a la méthode qui s'appelle One Sample Stochastic Gradient Descent. D'accord? Ok? L'équation est ici. Ok? Ah oui, ça c'est juste pour vous expliquer, c'est beaucoup de blabla pour vous dire que quand je fais du K, ça veut dire que c'est différent de I. I, c'est-à-dire que je vais prendre en ordre. K, c'est-à-dire que je vais prendre de manière stochastique. Que Aléatoire. je vais prendre par manière random. Ok, il nous reste encore Sapina 45, c'est ça? Hein? Oui, en effet. Ok. Il nous reste 7 minutes. Enfin, on peut déborder un petit peu légèrement. Ok. Attendez. Ok, non. Voilà, on aura fini à temps. Ok, maintenant on va faire de. Donc, cette méthode-ci est sympathique, sauf qu'elle a un défaut quand même, et on le sent. C'est quand même très instable ce machin. Parce que ça ne dépend que d'une observation. D'accord? On a prouvé que. Et donc, il y a des gens qui ont proposé des techniques qui s'appellent, et c'est ça, cette technique-ci qui est utilisée dans les réseaux neurones. Même les réseaux neurones les plus compliqués que vous pouvez utiliser, en 2023, c'est le mini-batch gradient descent qui est le plus souvent utilisé. Non, c'est des versions avancées, d'accord? Mais c'est une version, on va dire, un peu avancée du mini-batch, d'accord? Mais si vous comprenez le mini-batch, vous comprenez ce qui se trouve derrière les plus avancés deep learning. Donc, c'est ça qui est utilisé maintenant, ok? Donc, fondamentalement, c'est vrai que ça fonctionne one sample, machin, mais c'est peut-être un peu trop extrémiste, d'accord? Ici, on est dans un cas extrême où on prenait tout, ok? On prenait l'entièreté de mon jeu de données, ok? On prenait tout mon XT et tout mon XT entier, tout mon DM, quoi. Ici, on est peut-être dans l'extrémisme opposé, hein. Là, on ne prend qu'un seul, ok? Un seul. Et là, on va essayer de trouver un juste milieu, ok? Qui a tendance quand même à être plus proche du one sample que de l'extrême. Ça s'appelle le mini-batch. Okay, le mini-batch, c'est comme son nom l'indique, au lieu de prendre un seul, on va prendre un petit ensemble d'observations, généralement entre 10 et 500. Okay, observations, on va en prendre un petit ensemble. Et on va faire une descente de gradient qu'on va calculer, mon J va être calculé sur ce petit ensemble. D'accord? Et ensuite, on va répéter. Donc, ça va être même à Go. La seule différence, c'est qu'ici, au lieu de sélectionner une seule observation, on va sélectionner un petit ensemble d'observations, par exemple 32, je vais dire, comme ce n'est pas non plus choisi au hasard, 32. Ensuite, quand on va calculer the forward, donc quand on va calculer en fait la partie, on va le calculer pour les 32, donc je me retrouverai avec un vecteur de taille 32, alors que ici, j'espère que vous avez compris que c'est un scalaire, hein, parce que si je multiplie ceci par ceci, c'est un produit scalaire, ceci est un scalaire. Okay. Ensuite, si je calcule le bac, ben ici, j'obtiens les valeurs. Ici, par contre, ça va être, dans les deux cas, ça va être un vecteur de taille n plus 1. Okay, mais qui ici sera calculé sur 32 valeurs. OK. Hop là. N plus 1. Et ensuite, donc, il est ici. Il est ici. Donc, ça, c'est mes vecteurs. Et ensuite, ça, ceci du N plus 1, du N plus 1. Je fais la différence et j'avance. D'accord? Et la seule différence, c'est que maintenant, on va travailler sur des petits paquets. D'accord? Et pourquoi j'ai choisi 32? Parce que on va dire, si vous allez me demander, est-ce qu'il vaut mieux faire 10 ou 50 ou 500? Je vais vous dire que j'en sais rien.
Si vous faites 10, c'est peut-être trop peu. Si vous faites 500, c'est peut-être trop. Mais peut-être que dans certains cas, ça marchera mieux. L'expérience montre que 32, c'est ce que la plupart des data scientists font. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que c'est un beau nombre. Mais d'un autre côté, ça paraît logique parce que c'est une puissance de 2 et vu travaille avec des systèmes qui travaillent sur des systèmes avec des bits, peut-être que c'est C'est plus des facile à utiliser. Mais bon. Et donc voilà, ça c'est ça c'est la fonction mini-batch, d'accord? Et ça c'est objectivement, vous verrez, donc vous verrez souvent écrit dans les packages stochastic gradient descent, ok? Stochastic gradient descent, on ne met pas, mais ça sous-entend mini-batch, d'accord? Ce n'est pas mais donc c'est en gros, vous verrez souvent stochastic gradient descent, ok? Ou souvent SGD, d'ailleurs, vous le verrez souvent. Ça sous-entend en fait la méthode mini-batch. Ok. Et si bien sûr vous mettez la taille du batch à 1, vous pouvez très bien le faire, c'est un paramètre, vous tombez automatiquement sur One Sample Stochastic Gradient. D'accord. Ok. Mais donc, vous verrez souvent dans les algorithmes SGD. Ok. Et vous verrez souvent une méthode qui s'appelle ADAM, je crois. De mémoire, ça s'appelle ADAM. C'est une version améliorée du Stochastic Gradient Descent que je ne présente pas ici, mais dans le fond, c'est un Stochastic Gradient Descent avec une optimisation qui est dedans. Et ça, c'est celui qui est le plus utilisé maintenant de nos jours, Discar. Et je crois que si je ne me trompe pas, j'ai encore une question à vous poser. Ah non, je vous pose des questions alors plutôt. Je vais plutôt vous poser des questions. Juste voir. Ah ouais, ici, je me servais de Adam. Vous voyez que je devais donner un optimizer, c'est Adam. Et ici, j'ai fait quoi? Ici, j'ai fait Stochastic Gradient Descent. Vous voyez, sur PyTorch, je dis, tu m'utilises comme Stochastic Gradient Descent Adam, Learning Rate. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous parlais d'un Learning Rate, LR. Mais il est ici. OK. Et ici, il y a peut-être aussi un Learning Rate. J'ai pris la valeur par défaut. Mais il y avait aussi un Bat Size. Vous voyez ce que c'est Bat Size? Il est ici. Etc., etc. Ça vous montre déjà quelques petits mots qui apparaissent dans le truc. Je finis juste par une question-réponse et puis c'est fini. Donc, on utilise souvent, donc je vous pose la question de façon orale, on n'utilise pas souvent le batch gradient descent. Donc, le batch gradient descent, c'est la toute première méthode que je vous avais dit, mais on a tendance plutôt à utiliser des mini batch gradient descent du type stochastic gradient descent ou SGD. D'accord? Donc, on n'utilise pas souvent du batch gradient descent, qu'on écrit parfois BGD, ok? Mais on utilise plus souvent du stochastic gradient descent, SGD. Et ma question que je vous demande, quel est l'avantage d'utiliser du stochastic gradient descent par rapport à du batch gradient descent? Premièrement, c'est parce que using batch gradient descent is very slow for a large data set, as we need to iterate over all the entries dataset before making a single parameter update. Donc, en gros, on a besoin de passer au travers tout le dataset. Donc, c'est très long pour faire avec le batch gradient descent, donc c'est très long. The stochastic gradient descent est capable d'éviter des minimums locaux quand on fait de l'apprentissage, alors que lui n'en est absolument pas capable de se débarrasser d'un minimum local. Et l'autre avantage, stochastic gradient descent is better for optimizing because non, il est better pour l'approximation du true gradient descent. Donc en gros, quand on utilise du stochastic gradient descent, on serait meilleur pour estimer le vrai gradient. À votre avis, dans ces trois-là, quels sont vrais? Et puis, on a fini le cours. Moi, personnellement, je dirais que je tendrais plutôt pour le A et le B, mais le C, je suis pas sûr. Parce Il y en a que, d'autres? comment dire ça? S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Je donne la réponse quand il y en a un deuxième qui donne la réponse. Concernant la B, est-ce que le BGD serait pas meilleur pour écarter des minimums locaux? Très bonne question. Bah, c'est justement ça. Les vrais, c'est les A et B. Et je vais expliquer brièvement pourquoi
Le A, je crois que c'est clair. Hein. J'ai Ah, passé un peu de temps. oui, parce que justement, on parle du fait qu'en utilisant le Stochastic Gradient Descent, on n'est pas obligé d'utiliser tous les datasets pour générer Voilà. précisément En fait, le par truc nature, ici. c'est parce que on avait ce problème que je vous ai introduit cette méthode-ci. Maintenant, imaginons que maintenant, pourquoi est-ce que Stochastic Gradient Descent a la possibilité de sortir de minimum locaux et donc moi, je vous l'affirme, que le Stochastic Gradient Descent a des propriétés qui lui permettent de sortir plus facilement des minimums locaux que celui-ci n'a pas. Ça vient du fait que, et c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps, imaginons que ceci est la courbe que j'essaie de minimiser. OK? Donc ici, j'ai un modèle qui ne dépend que d'une seule valeur, on va dire de paramètre WJ. OK? Mhm. Et ça, c'est ma fonction J, OK, qui dépend de mon dataset qui est fixé, hein, je vous rappelle toujours, hein, virgule WJ. D'accord? Si je fais du gradient, donc dans le batch gradient descent, lui est fixé, hein, d'accord, dans la méthode qui est ici. D'accord? Ici, je suis en train de faire la méthode qui est là. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que... Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Hop, je fais ça vite. Ah, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et je veux changer de couleur. Je vais faire ça en... J'ai cliqué à côté. En rouge. Eh bien... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Eh bien, il est possible que je démarre ici. OK? Bon, ben, c'est en noir, tant pis. Il va descendre, 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 et puis paf, il va être bloqué ici. Quand il va aller là, le gradient va le renvoyer par là, et donc il va être bloqué ici. D'accord? OK? Ça, c'est ce qui va se passer, alors qu'on voit bien que le vrai le global minimum est ici. D'accord? Donc il va être tendance à être bloqué ici. D'accord? Alors que si je prends maintenant qu'est-ce qui va se passer si j'utilise par exemple Stochastic Gradient Descent, c'est qu'il va d'abord faire cette descente-là, ok, il va être fait, donc on va dire qu'il fait un pas, pouf, ici, mais cette courbe noire que vous voyez ici, cette grande courbe noire, elle dépend de mon dataset, vous êtes d'accord, ok? Et si Oui. je maintenant donc d'un dataset qui était dans Stochastic Gradient Descent, on va faire simple, on va dire que c'est une taille 32. Donc c'est un dataset de taille 32, ok? Donc ce que vous voyez ici, c'est une courbe noire qui dépend, qui est fonction de mon dataset de taille 32. Si ensuite je change mon truc ici, je vais probablement avoir une autre courbe, ok, qui aura probablement la même forme, mais pas totalement. Attendez, hop, je prends une autre couleur, je vais faire en vert. Je vais probablement avoir une autre forme qui sera peut-être celle-ci, ok? Voilà, ta ta ta, tam, voilà, 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 voilà. Donc ici, c'est cette courbe-là. Et si maintenant, donc à l'étape suivante, à mon T+1, je prends un nouveau dataset, je me retrouve avec une nouvelle courbe à minimiser, ok? Et donc, mais moi, je redémarre toujours au même point, hein, qui était le point ici. Donc moi, je me trouvais bloqué ici. Je vais faire le gradient et paf, je vais être capable de sortir de mon minimum si par chance, la courbe suivante me pousse vers le côté droit. D'accord? Ce qui se passe, c'est que quand on fait du batch gradient descent, ma courbe noire ne change pas. Elle ne change jamais, elle est fixée dans le marbre. Pourquoi? Parce que elle ne change pas, c'est par définition de la méthode. Alors que quand on fait du stochastic gradient descent, c'est toujours une descente de gradient pas par pas, mais à chaque étape du stochastic gradient descent, comme la fonction d va se modifier, ok, eh bien, la courbe va se modifier, d'accord? Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait faire un compromis entre 1 et 500, d'accord? Quand on fait 1, on sent bien qu'une seule observation va faire que cette courbe noire-là, elle va trop changer entre chaque observation. Quand on fait 500, là, ça va déjà être plus stable, d'accord? Et à 32, ça a l'air d'être un bon compromis, d'accord? Est-ce que c'est clair que c'est de B? Parce que j'ai déjà 6 minutes de retard. Oui, ça paraît clair, oui. On reverra ça la fois prochaine. Vous me posez des questions la fois prochaine et je vais vous envoyer dans le chat les sets qu'on a fait aujourd'hui.